Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocasur, barreau de Draguignan. Bienvenue à tous sur le plateau de Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous de conseil juridique sur Azur TV. Nous allons cette semaine nous intéresser à une thématique toujours très proche de vous, bien évidemment. On appelle cela l'assurance ou la garantie décennale quand vous achetez un bien, un promoteur immobilier, que vous l'achetiez sur plan ou dans l'état d'achèvement total. Mais voilà les petits points auxquels il faut faire attention, quelles sont les responsabilités du promoteur, du vendeur. Nous allons en parler avec Maître Antoine Finrobert. Merci d'avoir accepté cette invitation, de venir nous éclairer sur tous ces points. On va beaucoup parler de vices apparents, de vices cachés. Ça parle vraiment à tous les gens qui un jour ont acheté un bien immobilier et qui ont eu à faire voilà, un promoteur. Quand on parle d'abord de garantie décennale, ça veut dire que le bien, qu'on l'achète neuf ou, j'allais dire d'occasion, mais quand il y a eu dessus un acte de rénovation important, il est garanti 10 ans. On peut le résumer à ça ou c'est plus subtil ? Alors, il y a beaucoup de subtilité en fait en matière de droit de la construction, qui est une matière très technique. Et on a plusieurs garanties qui vont s'appliquer en fonction effectivement de l'opération qu'on va réaliser, qu'on soit dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement. Vous l'avez dit tout à l'heure, on appelle ça plus communément une vente sur plan, c'est-à-dire qu'on va acheter un immeuble, on est dans le cadre d'un contrat de vente et on va devenir propriétaire au fur et à mesure de la construction pour prendre livraison du bien une fois l'ouvrage achevé. Et on a également des garanties légales, donc garanties décennales notamment, qui vont s'appliquer dans toute opération de construction classique, c'est-à-dire un simple marché d'entreprise. Exemple, un particulier qui veut faire construire une piscine va faire appel à un intervenant et là, à compter de la réception des travaux, on aura un point de départ du délai de garantie décennale pendant lequel effectivement l'acquéreur, dit maître d'ouvrage, pourra tout simplement solliciter l'application de la garantie pour tout désordre de nature décennale, c'est-à-dire un désordre qui va porter atteinte soit à la destination de l'ouvrage, c'est une notion relativement vaste dans laquelle on va intégrer énormément de désordre finalement, c'est une sorte de fourre-tout, ou encore une atteinte à la solidité qu'on pourra faire valoir dès lors qu'une fissuration d'une certaine gravité affectera l'ouvrage. On comprend bien que si on fait construire une piscine et qu'elle s'effondre au bout d'un an, ou qu'un appartement, l'immeuble devient fragile au bout d'un an, on est tout à fait dans le cas voilà, de cette atteinte à la solidité. Quand vous dites qu'on peut aussi se retourner en cas de défaut de destination, ça veut dire quoi ? Alors c'est fourre-tout, j'ai bien compris, mais quels sont les exemples types de scories qu'on peut retrouver dans ce cas de figure-là ? Au niveau d'une atteinte à la destination, vous voulez dire ? Par exemple, on fait construire j'achète un appartement sur plan, 80 mètres carrés, F3, qu'est-ce que je peux rencontrer comme problème ? Alors, la majorité des désordres qui vont relever de la garantie décennale, qu'on soit en matière de contrat d'entreprise tout à fait classique avec un marché de travaux, qu'on soit en matière d'acquisition en l'état futur d'achèvement ou encore de construction de maisons individuelles, la garantie décennale est transversale, c'est-à-dire que ça s'appliquera dans ces trois cas de figure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sera exactement dans le cadre d'un désordre de nature décennale qui permettra au maître d'ouvrage d'engager la responsabilité du constructeur et notamment de sa compagnie d'assurance, puisqu'il faut savoir que le constructeur est obligatoirement assuré au titre de sa garantie décennale, va recouper différents désordres, donc comme je vous l'ai dit, d'une certaine gravité. Alors pour être un peu plus pragmatique et pratique, le cas de figure classique, c'est l'infiltration. L'infiltration, la fissure traversante, tout ce qui va finalement porter atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble. Okay. Et on entend par destination de l'ouvrage à son ensemble, en fait, tout ce qui va tenir au clos et au couvert de l'immeuble. Donc si vous considérez que vous avez un immeuble clos et couvert et que manifestement il y a un désordre qui fait qu'on a une entrée d'eau à un endroit où on a une fissuration relativement importante, un tassement à un autre endroit, on sera ipso facto dans le cadre d'une responsabilité décennale permettant de mobiliser les garanties. Il y a des points sur lesquels il faut être très attentif au moment de la signature de la promesse de vente, de la signature tout simplement de l'achat de l'appartement. Alors quand est-ce que les promoteurs, pour être très clair, ont un moyen de contourner cette garantie décennale ? Non, vous avez effectivement une disposition du Code civil qui prévoit que la garantie décennale est d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle a un caractère impératif et quoi qu'il en soit, on ne peut pas y déroger. En revanche, dans le cadre, et pour rebondir sur ce que vous disiez, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, il faudra être relativement vigilant quand on est acquéreur, d'ores et déjà au délai
qui vont être indiqués, puisqu'il faut savoir que le vendeur va s'engager à réaliser l'ouvrage dans un certain délai. Donc vous avez, parmi les différents contrats proposés, vous avez des contrats qui vont prévoir ce qu'on appelle des clauses pénales, c'est-à-dire des clauses qui vont prévoir une indemnité en cas de retard dans la livraison du bien. Donc il faut faire attention à ça déjà. Il faut faire relativement attention. Le tempérament, c'est qu'en réalité, on peut avoir des causes légitimes qui pourront permettre au promoteur d'opposer finalement un retard de manière justifiée. Exemple, intempéries ne permettant pas effectivement de poursuivre le chantier. Et en ce qui concerne toujours la signature d'un acte de vente en état futur d'achèvement, moi qui ai certains dossiers en matière de VFA, je me suis rendu compte que les principales difficultés étaient liées à des garanties d'achèvement. Et en réalité, quand un acquéreur va souscrire à une vente en état futur d'achèvement, obligatoirement, le notaire, puisqu'on passe par devant notaire, c'est une vente de droit immobilier, donc un acte authentique, le notaire devra notamment s'assurer qu'il y a bien un garant d'achèvement, c'est-à-dire une entité externe type établissement bancaire, qui va notamment garantir l'achèvement de l'immeuble en cas d'un problème au niveau de la solvabilité, notamment du promoteur. Donc, théoriquement, le promoteur qui engage un programme, même si ce n'est pas lui qui le termine au niveau du financement, l'acquéreur, lui, est relativement protégé, c'est-à-dire qu'il a une certaine garantie, enfin en tout cas il faut faire attention à ce que le notaire s'assure bien de cela, il aura une garantie que son immeuble et son bien lui sera livré. A priori, c'est comme ça sur le papier en tout cas. Alors, ce qu'il faut savoir en pratique, c'est que le notaire, lui, engage sa responsabilité sur tous les actes qu'il va passer. Donc, il devra s'assurer notamment d'une garantie d'achèvement extrinsèque, type établissement bancaire, qui va garantir l'achèvement de l'ouvrage. Qu'est-ce que l'achèvement de l'ouvrage ? L'achèvement de l'ouvrage, c'est finalement pour le maître d'ouvrage, non pas maître d'ouvrage, plutôt pour l'acquéreur qui attend la livraison de son bien, c'est de pouvoir effectivement un jour prendre possession des lieux, y habiter, c'est-à-dire que la notion d'achèvement, c'est une notion au départ qui est un peu plus administrative, mais on peut effectivement faire un parallèle avec la notion d'habitabilité. Sur l'achèvement, donc l'établissement bancaire généralement qui garantit l'achèvement de l'ouvrage va pouvoir être mis en cause dès lors que le promoteur, pour une raison X ou Y, parce qu'il n'a pas de finances suffisantes pour terminer l'opération ou parce qu'il y a une résiliation d'un contrat d'entreprise avec une entreprise générale et qui se trouve dans une situation délicate sans pouvoir aller jusqu'au bout et sans avoir les moyens financiers d'y arriver, va pouvoir mettre en jeu, lui, la garantie d'achèvement, comme tout finalement acquéreur va pouvoir, lui, déclencher cette fameuse garantie d'achèvement via un mécanisme de stipulation pour autrui qui est un peu technique. On entend beaucoup parler de vices apparents et de vices cachés. J'imagine que c'est vaste aussi là comme notion. Vaste, puisque en fait la garantie de vices apparents et de vices cachés au départ provient du contrat de vente. Alors quand on applique le contrat de vente à une opération immobilière, on est automatiquement dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement. Et là, on va aborder non pas l'aspect signature du contrat, mais l'aspect livraison. Comme on est dans le cadre d'un contrat de vente, il y a une livraison qui intervient entre le promoteur-vendeur et l'acquéreur. Et lors de cette livraison, il faudra être particulièrement vigilant dans la mesure où l'acquéreur va bénéficier de ce qu'on appelle une garantie des vices apparents et devra effectivement dénoncer ces vices, soit au moment du procès-verbal de livraison. Un trou dans un mur Ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être effectivement un problème de finition au niveau d'un encadrement de fenêtre. Oui. Ça peut être un élément qui manque au niveau d'une salle de bain. Ça peut être une fissuration du carrelage, un faïençage. Tout ce qu'on voit. Tout ce qui est clairement apparent. Et alors cette garantie des vices apparents, qui est propre à l'acte de vente en état futur d'achèvement, en principe impose à l'acquéreur, au moment de la livraison, de dénoncer ces désordres, soit au moment de la livraison dans le procès-verbal de livraison, soit dans le délai d'1 mois qui suit la livraison. Okay. Donc là aussi, il faut être vigilant. Il faut être très vigilant, étant précisé qu'au niveau de la forclusion, cette garantie des vices apparents prévoit un délai d'1 an. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, si effectivement on a dénoncé des vices apparents au moment de la livraison, qu'on les a dénoncés dans le mois, qu'on les a même dénoncés au-delà d'un délai d'1 mois, puisqu'il y a une jurisprudence qui tente à considérer que si on dénonce au bout de 2 mois, on est encore recevable. Il faut en tout état de cause, assigner pour interrompre ce fameux délai de forclusion dans le délai d'1 an à compter de la livraison. Donc 1 an pour entamer la procédure. Absolument. Et les vices cachés ? Alors, vices cachés, généralement, quand on est dans le cadre d'un contrat de vente classique, c'est 2 ans à compter de la découverte du vice. Mais généralement... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme vice caché, par exemple ? Alors, le vice caché, finalement, c'est une notion qu'on va rattacher à la garantie décennale, puisque c'est un élément qui ne sera pas apparent
au moment de la livraison. Une mais infiltration dont on parlait tout à l'heure, par exact. exemple. Si vous avez par exemple un défaut d'exécution, un défaut de mise en œuvre dans la réalisation d'un mur et d'une étanchéité, ce désordre n'est pas apparent au moment de la livraison, va se révéler par la suite. Et à ce moment-là, on pourra actionner effectivement le promoteur qui est garant au titre de la responsabilité décennale dans le cadre d'un vice caché, mais en réalité, on rattachera ça à un vice de nature décennale qui permettra de mobiliser une garantie décennale. Alors, il nous reste 2 minutes pour 2 questions. Je voudrais quand même qu'on dise un mot, parce que là, on a beaucoup parlé des copropriétés, de l'achat sur plan. Si on achète un appartement neuf déjà construit ou une maison individuelle, je crois que la maison individuelle ne rentre pas exactement dans le même cadre législatif. Pas tout à fait, non. Alors, dans le cadre d'une construction de maison individuelle... 2 conseils rapides pour d'abord l'appartement neuf, mais qui existe déjà, et la maison individuelle. Alors, je pars sur la maison individuelle. On est généralement dans le cadre d'un ce qu'on appelle plus communément le CCMI, le contrat de construction de maison individuelle, où là, en réalité, le souscripteur, donc le maître d'ouvrage, est d'ores et déjà propriétaire du terrain et va faire appel à une entreprise qui va effectivement construire une maison avec un cadre légal qui est relativement strict. Et donc, on sera dans le cadre plus ou moins d'un marché d'entreprise avec plusieurs garanties qui vont s'appliquer, automatiquement une garantie décennale de 10 ans à compter de la réception, mais surtout une garantie de parfait achèvement. Et c'est la grosse distinction que vous avez entre la VFA, qui est une vente où on parle de livraison, et le contrat d'entreprise où on parle de réception. Et cette réception, tant dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ou dans le cadre d'un marché de travaux tout à fait classique, fait partir un délai d'1 an pour justement faire valoir tous les vices relevant de la garantie, cette fois-ci non pas des vices apparents, mais de la garantie de parfait achèvement. Où là aussi, il faudra agir dans le délai d'1 an, quoi qu'il en soit. Il faudra, lors de la réception, viser les différentes réserves et actionner naturellement pour interrompre les délais. Alors, une ultime question sur le rôle de l'avocat, parce que c'est quand même important de le préciser. Dès le constat d'une moindre malfaçon, d'un moindre problème, les conseils d'un avocat peuvent être très utiles. Oui. C'est préférable. Finalement, à tous les stades et lors de toutes les étapes. Est-ce que vous iriez même jusqu'à conseiller qu'un avocat regarde l'acte de vente, par exemple ? Oui, bien sûr, puisque vous êtes de toute façon dans un rapport entre professionnels et consommateurs, notamment en matière de vente en état futur d'achèvement. Donc, vous avez un notaire rédacteur qui est généralement le notaire mandaté par le promoteur, et on va vous soumettre un contrat type qui est proposé à l'intégralité des acquéreurs. Et vous avez quand même la possibilité, il y a une marge de négociation qui est certes légère, mais vous avez toujours la possibilité de supprimer certaines clauses qui pourraient être problématiques, d'en insérer d'autres, et donc ça peut avoir son importance dès le stade de la négociation, de consulter notamment un avocat pour vérifier quels sont les termes de l'acte en état futur d'achèvement, puisqu'il y aura beaucoup de conséquences juridiques qui sont difficiles à anticiper pour un profane, mais qui pourront être mis en lumière naturellement par un avocat. Merci beaucoup, maître Antoine Fin-Robert, pour toutes ces précisions. Vous l'aurez compris, donc le recours à un avocat dès le départ d'une opération de vente, d'une acquisition de biens immobiliers est toujours préférable pour éviter donc ces mauvaises surprises. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de ce rendez-vous consacré évidemment à vos conseils juridiques sur Azur TV. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.